Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Anfonessine, je suis partenaire au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Virtual Beehive, accompagnement à la transformation, notamment sur les sociétés, pour les sociétés de gestion, wealth manager et assurance. Et puis, du coup, je serai le modérateur aujourd'hui et vais chronométrer le temps de parole de nos intervenants. Concernant le contexte de cette table ronde, il s'agit effectivement de travailler sur l'impact de la diversification des données sur un PMS, à savoir, il importe pour une société de gestion qu'elle mette en œuvre une gestion active ou passive, être en capacité, à partir de l'ensemble des datas qui sont captées, de se distinguer en termes de performance, de transparence vis-à-vis de ces tiers de confiance. Les quatre intervenants dans l'ordre de prise de parole. Alors, Paul Bezeau. Paul Bezeau a cette Sagacity. Durant 10 ans, Paul a été responsable Europe des outils d'investissement et de risque au sein de grandes sociétés de gestion. Il est donc un des fondateurs d'Asset Sagacity, qui est la plateforme Smart Data de la gestion d'actifs. Aujourd'hui, il est chargé de la stratégie produit et du développement commercial d'Asset Sagacity. Ensuite, Guillaume Sabouret, cofondateur de Starcube, qui, après une expérience en asset management, notamment en Suisse, tu as été responsable d'une équipe de recherche et de gestion et tu as décidé de créer Starcube en 2013 avec Arnaud Néris. La société propose une suite logicielle pour le front office, constituée d'un module d'organisation industrielle, de données et des modules de construction de portefeuille. Je suis bon? Ok, super. Très bien. Ensuite, Emmanuel Asfar, Amundi, qui a bâti sa carrière dans le domaine de l'asset management au sein du groupe Crédit Agricole et qui occupe aujourd'hui les fonctions de directeur de la recherche et du développement chez Amundi Technologies. Emmanuel a notamment la responsabilité de développer l'outil de gestion de portefeuille Alto Investment pour répondre aux enjeux et aux besoins des clients de la plateforme. Ensuite, Emmanuel Fougeras, Jump Technology, CEO, fondateur de Jump Technology, société française. Voilà. Depuis 2006, Jump Technology est un éditeur de logiciels 100% dédié aux acteurs de la gestion d'actifs, donc les fund managers, wealth managers, institutionnels, assureurs. Voilà. La plateforme Jump couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d'actifs et peut être déployée on-premise, mais également sur le cloud, et s'adapte à l'ensemble des besoins des acteurs, quelle que soit leur taille. Concernant le déroulé donc de notre table ronde, nous allons travailler autour de deux questions principales qui sont la première, à quel niveau de la chaîne de valeur de vos clients concourez-vous à résoudre les pain points relatifs à la donnée et sur quel axe vous concentrez-vous pour participer à l'amélioration de la qualité de la donnée. Deuxième question, pouvez-vous mesurer les impacts directs et indirects de la mise en œuvre de vos offres et services pour vos clients, leurs équipes et différents partenaires? Nous allons démarrer sur la première question, donc justement sur à quel niveau de la chaîne de valeur de vos clients concourez-vous pour résoudre les pain points relatifs à la donnée. Je vais laisser la parole à Paul, qui va avoir 4 minutes. Merci, désolé. Bonjour à tous. L'idée d'Asset Sagacity, c'est de reposer sur un data lake. Donc, on va commencer à s'intéresser en face comme ça. Ça marche. Pour une fois, on va me demander de parler fort. Donc, je disais, Asset Sagacity repose sur un concept assez simple de data lake qui va nous permettre de gérer de la donnée protéiforme sans avoir de contraintes sur d'homogénéisation de la donnée entrante. L'idée, elle est extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, la data doit être prise comme une problématique à part entière et non plus juste quelque chose qui va feeder vos différents outils, que ce soit un PMS, un outil de risque ou un outil de perf. Aujourd'hui, votre donnée, vous ne pouvez pas vous contenter juste on va dire de l'output. C'est-à-dire que si on s'intéresse à l'extra-financier, ce qui est un peu notre dada, vous allez avoir des milliers de points de données
vous allez avoir de la donnée textuelle, de la donnée même, j'allais dire, contextuelle. Et ça a une grosse valeur. Et ce qu'il vous faut, ce n'est pas seulement le score de sortie qu'on a tendance à trop véhiculer, qui est de dire est-ce que la boîte, elle est green ou pas, est-ce qu'elle répond à des enjeux sociaux ou pas. Ça, c'est pour une vision, on va dire, synthétique. C'est ce qui va vous intéresser dans votre moteur de contrainte. C'est ce qui va vous intéresser pour votre reporting client. Mais ce n'est pas ça, c'est pas là-dessus que vous allez pouvoir leverager pour faire de l'alpha. Ce n'est pas là-dessus que vous allez réussir à vous démarquer de la concurrence. Et ce n'est pas là-dessus que vous allez pouvoir jouer de la transparence. Allez dire à quelqu'un, oui, je l'ai noté 7 sur 10, super. Pourquoi derrière, il y a 2000 points de données sur la biodiversité, vous avez 1 millier de points de données sur l'égalité salariale, peu importe. On peut trouver énormément d'infos sur ce genre de sujet. Et en fait, ça, c'est mis en exergue par tout ce qui va être extra-fi, mais vous aviez déjà la problématique sur la partie financière, sauf qu'aujourd'hui, c'était géré de façon complètement silotée dans les départements. Vous aviez la recherche qui avait ses indicateurs, qui voulait bien transmettre quelques notes de synthèse agrégées aux gérants, qui ensuite, finalement, avait très peu de liens, si ce n'est son PMS, avec le reste de la chaîne. L'idée d'Asset Sagacity, c'est d'accompagner la data de l'intégration jusqu'à la diffusion. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, on va se plugger directement chez les fournisseurs de données, les partenaires, les prestataires. On va être en capacité de véhiculer de la donnée dans les différentes briques ou même auprès des différents fournisseurs de services. Et puis, on va pouvoir réintégrer les résultats. Et l'idée, c'est d'acquérir une vue holistique, de ne pas remplacer les modules experts qui ont justement leur rôle à jouer. Mais par contre, on a besoin de gérer sa donnée de bout en bout. Bonjour. Alors, donc, Guillaume Sabouret, Starcube. Starcube, c'est un outil en fait qui fait plus que de la donnée. L'idée de Starcube, c'est d'intégrer la chaîne de prise de décision depuis l'agrégation de données jusqu'à l'envoi d'ordre à la fin, en passant par des outils qui vont permettre de faire du backtesting, de faire de la construction de portefeuille, de faire de l'optimisation de portefeuille. Donc, ça teinte un petit peu le but de notre couche agrégation de données, parce que ça peut paraître surprenant que des outils comme ça de construction de portefeuille et de prise de décision et ce genre de couche data. Et en fait, c'est parce que nous, on est sur des univers de recherche, des univers qui sont la plupart du temps beaucoup plus larges que ce qu'on peut trouver dans des systèmes de tenue de position, dans des systèmes de reporting. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir aller chercher la donnée où qu'elle soit, naturellement, parce que ça, c'est nos clients qui décident des jeux de données qu'ils trouvent pertinents et qu'ils veulent utiliser dans leur recherche et dans leur construction de portefeuille, et puis de ramener tout ça sur un référentiel unique. Tout en intégrant, quand on intègre une source, on va aller intégrer toute la source. C'est-à-dire que voilà, on a des bases, je ne sais pas, d'estimés ou des bases de reporting financier. On va vouloir ramener tout ce qu'il y a dedans. Donc, on arrive très rapidement à des univers qui font des centaines de milliers, si pas des millions d'instruments. Actions, ça sera prend dans les 150 000 actions traitées, avec tout l'historique aussi, ce qui en rajoute. Obligataire, on est dans les 500 000 instruments. Donc, on avait besoin d'une solution, d'un data layer qui soit rapide et qui permette de faire cette golden copy en temps réel, en fait, pour qu'ensuite, derrière, cette base puisse servir au backtesting et à tout le reste. Donc, notre solution, ça a été de construire ce qu'on appelle notre loader générique, qui est basé sur une vision, on va dire, descriptive des flux de données, donc qui nous permet de nous adapter, donc qui va aller faire cette partie, aller chercher la donnée où qu'elle soit, faire toutes les vérifications de cohérence, de qualité, pour ensuite arriver jusqu'à l'insertion sur un référentiel qui est unique, centralisé, ce qui veut dire que l'utilisateur derrière pourra combiner les données qui viennent du fournisseur X ou Y sans avoir à se soucier de ces retranscriptions. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller là faciliter la vie de l'utilisateur et réduire finalement le time to market de ces idées. Si je prends un exemple concret pour finir, l'ESG aujourd'hui, c'est l'exemple parfait de ça, parce qu'on va avoir des données qui sont très fragmentées, N fournisseurs, des données qui ne sont pas forcément très propres, qu'il va falloir mettre en cohérence, ramener sur un référentiel centralisé, et puis ensuite, on va avoir toute la chaîne d'analyse de Starcube qui démarre, qui permet de construire des modèles et qui permet d'implémenter dans les portefeuilles. Bonjour à tous.
Emmanuel Asfar. Je vais vous parler un petit peu d'Amundi Technologies, comment on exploite la donnée. Vous posiez la question, où est-ce qu'on doit dans la chaîne de valeur intervenir? Alors, Alto, c'est une solution complète, du sol au plafond, de la négociation, la gestion, les risques, jusqu'au reporting, en passant par toutes les étapes, sauf l'asset servicing, sauf la partie comptable. Donc la donnée, on en traite partout. On en traite partout, et pour le pire et pour le meilleur, on est interconnecté avec tous les acteurs de marché. Dans notre économie, et c'est intéressant de voir la table ronde qu'on a aujourd'hui, il y a un véritable changement sur le positionnement des acteurs et comment on sert nos clients. Alors nos clients, hier, ils achetaient des logiciels, ils achetaient de la donnée, et c'est eux qui intégraient la donnée dans le logiciel, qui la mettaient en qualité, et qui après galéraient pour que tout ça fonctionne bien, pour que ça soit cohérent, et qu'ils puissent répondre à leurs clients avec quelque chose de consistant. Donc nous, on fait une plateforme un peu comme vous, finalement opérée, donc c'est à nous qu'incombe le travail de mettre en qualité les données pour nos clients en tenant compte de leurs attentes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'acteurs viennent essayer de traiter ce problème en lieu et place du client pour traiter, mettre en qualité la donnée ESG, etc. Donc nous, on fait un peu la même chose. On le fait sur tous les éléments de la chaîne de valeur. Et on voit que l'enjeu aujourd'hui, c'est deux choses. C'est mettre en qualité les données, ça on l'a toujours fait, sauf qu'hier, c'était beaucoup plus facile. On avait des actions, des obligations, des opérations sur ce titre. On a vu avec Solvency que ça devenait beaucoup plus compliqué. On a vu avec les risques que ça devenait beaucoup plus compliqué. Avec l'ESG, n'en parlons pas. On va commencer à intégrer des données complètement hétérogènes, complètement difficiles à structurer. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus compliquée qu'avant, c'est que nos clients ont aussi besoin de tous ces points de données, parce qu'eux-mêmes doivent répondre aux régulateurs, eux-mêmes doivent avoir le détail complet. Un Solvency, c'est pas juste on fait le travail et après sur le reporting, on dit que c'est bon. Toutes les données doivent être ensuite réenvoyées. Donc, les acteurs comme nous, qui devons traiter la donnée, doivent être capables d'intégrer une quantité massive de données et en plus de la restituer avec toutes les API, parce que le client va devoir consommer ça de manière détaillée. Ça, c'est un peu le challenge, je pense, auquel on est tous confrontés aujourd'hui. Bonjour, Emmanuel Fougeras, Jump Technologies. Moi, je vais parler peut-être de quelques points que nous, au fur et à mesure des années, en fait, nous avons intégrés à notre solution front-to-back modulaire pour répondre aux enjeux de nos clients sur la partie data management, que ce soit de leur faire gagner du temps, gagner en productivité ou en qualité. Alors déjà, il y a un concept, c'est que déjà, on s'aperçoit que sur l'ensemble des besoins qu'on couvre, le fait de pouvoir proposer un référentiel unifié, ça peut faire gagner du temps, parce que ça évite déjà le travail de synchronisation, de maintenance et de mutualisation de plusieurs référentiels. Ensuite, nous, on a travaillé au fur et à mesure des années à construire un important catalogue de connecteurs natifs avec toutes les principales contreparties du marché, que ce soit tous les principaux dépositaires, valorisateurs, flux de marché, brokers, etc., pour qu'au moins, sur les contreparties les plus connues, nos clients n'aient pas de problème de récupération d'une donnée qualitative éprouvée. On a complété ça parce que finalement, la donnée est tellement diverse, avec un designer low-code de connecteurs qui s'appelle Jump Smart ETL, qui permet en fait de paramétrer graphiquement des connecteurs sur mesure pour aller récupérer. Alors ça peut être une petite contrepartie qui n'était pas encore au catalogue de Jump, ou ça peut être pour aller se connecter à un logiciel interne ou un flux spécifique dans le système d'information. Donc par exemple, ça a été utilisé récemment par un de nos clients qui avait trouvé un nouveau prestataire sur l'ESG, mais dont les formats de fichiers n'étaient pas encore définitifs, mais qui voulait vraiment être en avance de phase. Donc, plutôt qu'attendre un connecteur natif, il s'est paramétré avec Jump Smart ETL un connecteur personnalisé pour remonter la centaine de champs qui l'intéressaient directement en son système Jump et pouvoir travailler vraiment en avance de phase sur ces analyses ESG. Tout ça, ça concourt en fait à notre vision un peu open architecture. En fait, c'est l'idée dans notre approche à nous, c'est vraiment de permettre en fait à nos clients de travailler avec les prestataires et fournisseurs de leur choix, pour leur qualité intrinsèque, sans se soucier outre mesure, enfin exagérément, des problématiques de connectivité. Donc vraiment pouvoir se concentrer sur leur aspect business. D'autres aspects importants qu'on a développés dans la solution avec l'expérience en accompagnant nos clients, c'est une fois que la donnée est dedans, il faut la contrôler. Il faut s'assurer qu'elle soit qualitative.
Donc là, on allait sur 2 axes, pareil. Un premier axe, au moins voilà, prête à l'emploi, en développant vraiment une bibliothèque de contrôle natif, à la fois technique, est-ce que la donnée est cohérente, est-ce qu'elle est complète, et surtout une bibliothèque de contrôle métier. C'est-à-dire que nous, on sait, comme on ne fait que de la gestion d'actifs, on peut intégrer directement le fait, est-ce que ma cotation est cohérente, est-ce que détecter si un rendement est aberrant, détecter s'il y a une information obligatoire de valorisation ou nécessaire au calcul du coupon couru qui manquerait sur une fiche obligataire. Tout ça, on peut le détecter sans que nos clients aient à réinventer la roue. Mais une fois qu'on a ces contrôles natifs, malgré tout, tout contexte client est unique. Donc on met à disposition un designer low-code de contrôle qui permet à nos clients d'ajouter leur propre contrôle. Typiquement, ça va être utilisé par nos clients en reporting pour bâtir en amont de leur reporting des contrôles personnalisés qui leur permettent de vérifier en avance de phase, avant la production par exemple d'un rapport ESG, que tous les titres dans les portefeuilles concernés par ce portefeuille ont bien les données optionnelles ESG renseignées. Et donc voilà, et pouvoir vraiment voilà, pré-contrôler et automatiser ce contrôle de qualité. Voilà, enfin, pour finir, ce que je ne peux pas tout citer, je citerai 2 autres fonctionnalités avancées de data management qu'on a réalisées pour nos clients, la pricing policy d'actifs et le workflow de validation de référentiels, pour ceux qui ont vraiment besoin de processer toute la chaîne de validation des données. Merci pour vos témoignages. Donc, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que la donnée, bien évidemment, elle est présente partout. On a besoin aujourd'hui d'homogénéiser entre guillemets les bases de données, l'utilisation de cette donnée, et être en capacité de pouvoir développer des connecteurs. Et c'est un chantier qui n'est pas anodin pour servir l'ensemble des fonctions d'un asset manager. Et c'est d'où la deuxième question. Pouvez-vous mesurer les impacts directs ou indirects de la mise en œuvre de vos offres au travers de la donnée, hein, bien évidemment, avec le PMS qui est associé voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un retour d'expérience? Merci. Oui, alors, j'ai souvent tendance à dire que mon premier concurrent, c'est le stagiaire Excel. Une société de gestion sans stagiaire, sans Excel, ça paraît bizarre. Hein, on sera tous d'accord. Et donc, là où on peut le mesurer, je ne vais pas le mesurer d'un point de vue financier, je vais le mesurer d'un point de vue excellence opérationnelle. Je vais prendre un cas concret, un client qui, du coup, payait une personne à temps plein pour pouvoir nettoyer de la donnée, pour pouvoir réussir à sortir des reports allégés une fois de temps en temps, et puis son report fin de mois, on va dire, un peu détaillé. Quand je dis un peu détaillé, on est très loin de ce que peut faire une solution digitale. Hein. Voilà. C'est ce que moi j'appellerais le minimum vital. Néanmoins, ça demandait une énorme charge de travail parce que c'était une personne à temps plein. En fait, c'était une équipe de 4 personnes qui bossaient comme des dingues pendant une semaine pour réussir à sortir ces fameux chiffres. Et le reste du temps, c'était un stagiaire avec Excel qui était censé nettoyer la donnée. Bien évidemment, la donnée qu'il nettoyait, elle restait dans son fichier Excel. Hein, donc, autant vous dire que les données propres, elles n'arrivaient jamais ni au risque, ni au front, ni ailleurs. Une fois avoir plugué finalement leur outil de reporting parce qu'ils utilisaient un outil de reporting, c'est pas comme s'ils faisaient le reporting dans Excel. C'est-à-dire qu'ils préparaient tout dans Excel avant de feeder ce fameux outil qui est capable de faire beaucoup de choses. Le simple fait de passer par une plateforme moderne de gestion de données qui va prendre en charge le fait de cleaner la donnée, détecter les incohérences, réussir à faire la correction à un endroit, pouvoir la véhiculer auprès des autres services, etc. Sans parler de l'impact que ça peut avoir au risque, même si je le connais. Sur la partie reporting, on est passé à un mode où tous les vendredis, on leur sort ce fameux report. Et ça leur prend approximativement 10 minutes à contrôler. Donc on est passé d'un monde où vous aviez 4 personnes à temps plein pendant une semaine qui se battaient avec leur outil pour réussir à sortir un report, qui aujourd'hui sortent quasiment tout seuls. Voilà, ça c'est un vrai gain, et ça c'est typiquement, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la donnée vous coûte cher, non pas sur les frais que vous allez engendrer sur votre data license ou votre flux, peu importe, elle vous coûte cher parce que derrière elle n'est pas gérée. Et que quand typiquement on arrive chez un client qui nous fait requêter une data license et on se rend compte qu'on requête 5 fois les mêmes données, limite la même journée sur le même périmètre,
et que finalement on arrive juste à leur sortir une cartographie de qu'est-ce qu'ils utilisent et dans ce qu'ils requêtent, qu'est-ce qui n'est jamais affiché dans un écran ou n'est jamais utilisé dans un reporting, là aussi, on fait des économies. Et en fait, la problématique, c'est qu'on est dans des business qu'on a montés. Je veux dire, j'ai fait 10 ans d'AM avant de lancer Asset Sagacity. On est dans des business qui se sont montés sous la pression réglementaire, sous les nouveautés produits, et on apparaît au plus vite. Ben, le problème, c'est qu'on a ce manque d'efficience autour de la donnée. Et le ROI d'une plateforme comme la nôtre, ou même, je pense, celle de mes petits camarades, c'est vraiment ce gain opérationnel, avant d'être un gain financier pur. Il faut prendre aussi conscience, on ne l'a pas dit, mais je pense qu'on va tous partager ce constat-là, c'est que, contrairement à beaucoup d'assets, la data, c'est quelque chose qui vit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un projet data et vous dire « Ok, on l'a fini, on oublie ce sujet pour les 10 prochaines années, jusqu'à ce qu'on ait un nouveau provider ou une nouvelle réglementation ». Ce n'est pas vrai. En fait, le problème, c'est que la donnée, elle vit. Vous allez avoir des nouveaux typologies de données, vous allez avoir des nouveaux flux, vous allez avoir plus de volume. Et donc, en fait, c'est un boulot perpétuel de garder ces données exploitables. Oui, moi, de mon côté, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment le gain de temps qui est l'impact le plus mesurable qu'on peut avoir sur nos clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se débattent dans ces couches de données qui sont souvent effectivement gérées dans Excel. Et le gain vraiment le plus notable qu'on peut avoir sur une plateforme Starcube ou sur toutes nos plateformes, je pense, c'est ce gain de temps et qui fait en sorte que des gens qui n'ont pas forcément une valeur ajoutée dans la donnée peuvent se concentrer sur leur cœur de métier. Côté Starcube, on a encore une fois cette dimension un petit peu base de recherche, donc base très large. Je pense qu'il y a aussi un deuxième avantage qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect collaboratif. C'est-à-dire comme on a cette base où tout est intégré avec des jeux de données complets, on va pouvoir avoir des gens qui communiquent sur le même système, qui construisent leurs objets sur le même système. Donc là, on réduit encore on va dire les fichiers Excel qui transitent par email pour que tout soit à un endroit auditable. Il y a aussi le fait, en tout cas chez nous, que le système est ouvert. Donc ça aussi, je pense, c'est un des endroits où nos clients s'y retrouvent parce que on fournit plein d'API qui leur permet de s'interfacer avec d'autres systèmes. Même l'odeur générique dont je parlais un petit peu plus tôt, c'est un système qui est ouvert. Alors, ce n'est pas un langage low-code, c'est une configuration XML, mais ça leur permet aussi d'être très réactifs et d'aller directement utiliser les outils, les utiliser au maximum pour pouvoir faire rentrer leur flux de données et potentiellement gagner du temps par rapport à leurs camarades, à leurs collègues concurrents. Et puis, moi je dirais, il y a un autre endroit où on essaye de faire gagner du temps aussi, c'est sur toute la partie interfaçage avec les systèmes internes. Donc là, on s'interface évidemment avec les systèmes qui existent chez nos clients. On ne va pas leur demander de changer de système juste pour nous. D'ailleurs, pour aller une étape plus loin là-dedans, en tout ce qui concerne acquisition des positions de portefeuille et puis envoi d'ordre, on vient d'annoncer un partenariat avec SimCorp, qui est un acteur réputé du marché système de tenue de position front to back, pour améliorer encore, pour offrir une intégration standard et permettre à leurs clients d'utiliser toute la chaîne de prise de décision de Starcube, y compris cette partie agrégation de données, mise en cohérence des données, base de recherche. Donc voilà. Alors j'ai bien aimé votre question sur l'impact pour nos clients. Je pense que c'est pas mal de parler aussi de comment les clients vont consommer nos solutions. On l'a dit tout à l'heure, hier la donnée était chez le client avec un logiciel qui était installé chez le client, donc tout était chez le client, grosso modo. Puis il y a pour un asset manager, on va dire, il y a le fun admin qui avait une partie des données, donc tout d'un coup tout n'est plus chez le client et on voit ce que ça coûte d'avoir une partie de ces données qui n'est pas chez soi. C'est-à-dire de la réconciliation, des tas de gens qui ont passé leur temps à interconnecter les deux systèmes. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? On est en train de dire que demain, des acteurs comme nous allons dire « Non, c'est nous qui allons gérer vos données.
Et la question, c'est du coup, demain, impact pour nos clients, où est le système d'information des clients? Où sont les données du client? Est-ce qu'elles sont chez eux? Est-ce qu'elles sont chez nous? Donc là, pour moi, il y a un enjeu stratégique pour les entreprises qui vont décider de consommer des solutions, c'est comment je maîtrise l'emplacement de mes données, comment je maîtrise le fait que si j'ai confié à quelqu'un de la donnée, est-ce que je dois les répliquer chez moi parce que je vais travailler dessus? Si j'ai des données à moi que je dois ajouter parce que je dois composer en plus, est-ce que je dois les envoyer chez ce fournisseur? Et donc, je pense qu'on doit vraiment avoir un rôle d'intégrateur. Je pense que si on consomme de la donnée et qu'on la traite pour le compte de nos clients, on doit être capable de faire le travail d'intégrateur, de plateforme. C'est-à-dire que si on traite qu'un bout du problème, en fait, on va pousser le tas de sable ailleurs. C'est-à-dire, moi, je vous gère l'ESG, je gère votre donnée reporting, je gère votre donnée fonds, mais je ne gère pas le reste. Donc après, c'est-à-dire que de toute façon, le client va devoir réagréger ça ailleurs. Donc, je pense que nos enjeux, ce sont des enjeux de plateforme exhaustive, complète, et de dire, je peux traiter votre problème de A à Z. Parce que sinon, il va y avoir un tiers qui va devoir faire un data lake, un je sais pas quoi, et ça va coûter le double du prix. Donc, si on change d'écosystème et que demain, toute la donnée est dans les économies de plateforme, ces plateformes doivent être exhaustives et traiter toute la chaîne de valeur. Je pense que c'est la principale difficulté auxquelles vont être confrontés les acteurs. Et s'ils font des choix un peu trop parcellaires et qu'ils choisissent trop de partenaires, ça va faire du best of breed, comme on l'a vu avec les logiciels, mais cette fois-ci, ça va être sur la data, et à mon avis, ça sera encore plus dispendieux et onéreux. Je t'en prie. Merci. Bon, j'adhère déjà aux différents discours qui ont été faits avant moi. J'aime beaucoup l'exemple cité par Paul. Je pense qu'il parlera à beaucoup d'entre vous. Et j'adhère bien aussi à la vision d'Emmanuel. Moi, du coup, je vais donner de mon côté juste effectivement 2 exemples qui nous ont été remontés, on va dire, d'économie, de gains avec notre solution. Donc, on a un exemple, par exemple, qui est lié au fait, aujourd'hui, nous, on développe aussi des choses pour, en dehors de la partie humaine, économiser sur le coût de récupération des données, notamment sur les flux de marché, ce qui devient comme une problématique qui est assez importante pour certains de nos clients. Donc, on a créé un module d'optimisation de Bloomberg qui permet d'optimiser la facturation Bloomberg Data License en pouvant vraiment contrôler qu'est-ce qu'on requête, quel champ, est-ce qu'on a vraiment besoin des données sur les émetteurs, et de pouvoir s'adapter. Alors on le fait avec le niveau d'information qu'on a de la part de Bloomberg sur la facturation, mais surtout on laisse une grosse liberté au client pour pouvoir l'optimiser par rapport au retour de son commercial Bloomberg. Donc ça, on a un retour d'un client qui a réussi quand même entre le réglage standard Jump qui récupère tout et un réglage affiné vraiment adapté à ses besoins de diviser sa facture Bloomberg Data License par 2, ce qui n'est pas négligeable. L'autre exemple que j'ai, donc là qui va plus dans le sens du gain humain, c'est un client qui nous a pris à la fois pour les modules data management et reporting, et donc qui a constaté, et donc un gros client société de gestion collective avec une grosse production de fact sheet, et du coup qui en interne et auprès de nous a communiqué sur les chiffres suivants de gains. Donc il a constaté un gain de productivité d'un facteur 2 des équipes concernées par ces tâches de reporting et de data management, et il a constaté aussi un gain il a pu raccourcir son délai de production des fact sheets de 3 jours. Donc voilà, c'est les 2 gains qu'il a observés sur ce projet. Merci. Merci. Donc, ce qu'il faut retenir, je pense, vraiment de vos feedbacks, c'est une plateforme de gestion de données est importante, une plateforme homogène, uniforme. La donnée, comme tu l'as dit, Paul, elle coûte cher, effectivement, mais ce qui coûte peut-être encore plus cher aujourd'hui, c'est la gestion de cette donnée. Emmanuel, tu l'as rappelé également. Guillaume également, les 2 Emmanuel, oui. Quelque chose de très important que tu as rappelé, Emmanuel, c'est l'enjeu de la mise en place d'une plateforme qui soit exhaustive. Et ça, c'est vraiment très important. Et bien évidemment, la communication entre les différents systèmes et ce réceptacle unifié de données est la clé. Maintenant, je vais vous laisser
poser des questions. Si vous avez, nous avons, je ne sais pas combien de temps on a là. Combien? 10 minutes. D'accord. Ok. 10 minutes. Au moins 8 minutes de questions. Si vous avez, je peux faire passer le micro. Bonjour, Eric Mukherjee, Prime Radiant. J'étais asset manager pendant très longtemps. Je suis technologue maintenant. Je ne fais pas du tout votre boulot. Mais je suis très admiratif de ce que vous faites. Quand j'étais asset manager, j'étais patron de recherche quantitative et ce genre de choses. Pardon, quand j'étais patron quand j'étais en asset management, j'étais patron de recherche quantitative et c'est vrai que la data était un enfer. Vraiment un enfer. Je voudrais juste savoir si vous pouvez nous éclairer un tout petit peu sur vos méthodes de cleaning de data. Est-ce qu'il y a beaucoup d'IA? Enfin, juste des idées générales, pas des trucs particuliers. Merci. Oh, vous m'entendez? Oui. Je peux commencer par répondre si vous voulez, notamment parce qu'à Amundi Technologies, il y a Amundi derrière et qu'à Amundi, on a un gros département data management qui s'occupe du cleaning. Alors, chez nous, il n'y a pas... Alors, bien sûr, on utilise la technologie et l'innovation, mais surtout, c'est beaucoup de bon sens et beaucoup de rigueur. C'est-à-dire que pour nettoyer la donnée, on peut mettre des algorithmes de machine learning, tout ce que vous voulez. Le nerf de la guerre, c'est déjà d'avoir un seul point de données et pas 4. Donc ça, c'est l'unicité du point de données, c'est ce qui est le plus compliqué. Toutes les entreprises sont silotées et il y a systématiquement plusieurs fois la valeur. Donc le premier challenge, c'est de réduire le nombre de points de données. Le deuxième challenge, c'est plutôt une approche de nettoyage statistique, plus que, on va dire, statistique, c'est-à-dire que les erreurs ont tendance à se répéter. Et donc, la deuxième chose qu'il faut absolument mettre en place, c'est une feedback loop. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu des données fausses, elles se situent où? Parce que ça va se répéter, ça va se passer au même endroit, systématiquement. Donc, s'il n'y a pas la feedback loop, vous allez payer à chaque fois le même nettoyage dans le temps. Et donc, après, on passe de la statistique à l'heuristique, c'est-à-dire qu'on regarde les types de données qui vont planter, et on va regarder en priorité là. Parce qu'il y a aussi un scoop, hein. En fait, on ne vérifie jamais tout. C'est impossible. Et donc, il faut choisir ce qu'on va nettoyer en premier parce que c'est toujours une obligation de moyens, jamais de résultat. Donc, le troisième élément, c'est l'heuristique qui va dire où est-ce qu'il faut regarder plutôt que de contrôler des choses qui ne vont pas planter. Et après, on peut passer sur la dernière étape qui est de mettre un petit peu de machine learning. Alors, on en a à certains endroits. Et là, ça va essayer de nous faire des propositions de ce qui est faux ou juste. Et là, de toute façon, à la fin, c'est un humain qui va regarder. On va juste lui faire gagner un peu de temps. Ce que je voulais juste dire par là, c'est qu'en tout cas, il ne faut pas essayer de croire que la technologie sur la data, c'est une sorte de panacée, c'est une sorte de médicament qu'on va jeter sur la donnée et magiquement, ça va se nettoyer. C'est beaucoup de rigueur. Oui, c'est assez vrai. On n'a pas souvent pas besoin de technologie. D'abord, de la rigueur, du bon sens. C'est vrai. Je vais vous commenter mes questions. Je souscris totalement à ce qu'Emmanuel vient de dire. En plus, je pense qu'il y a une dimension qui est importante dans le fait que ce soit des humains qui regardent à la fin les problèmes qui remontent. Et donc là, le but d'un bon système, c'est d'économiser le temps des humains. C'est-à-dire que justement, s'il y a eu une règle qui a été mise dans le passé, que le système soit capable intelligemment de la réappliquer ou de dire attention, celle-ci ne s'applique plus. Il y a vraiment l'arsène. Ouais. Bon, de vraiment de l'appliquer. Et puis surtout, que le système soit capable de traiter tout ce qu'il peut traiter à 100% et de ne faire remonter que les quelques points où l'humain... Donc, économiser le temps de l'humain, parce qu'on sait que si on a des listes à rallonge d'erreurs potentielles, bah, à la fin, il y a une sorte de lascivité qui s'installe et on ne résout pas les vraies erreurs qui peuvent arriver. Alors, pareil, je souscris totalement, parce qu'en plus, c'est très, très bien expliqué. Donc, je vais juste ajouter un point, moi, qui me semble intéressant, c'est que nous, en complément de ce qui vient d'être dit, on aime bien, avec nos clients, avoir des approches de contrôle drill-down. C'est-à-dire que souvent, le client, en fait, au final, une fois qu'il a eu toutes ces barrières de contrôle automatique qui sont passées, tous ces processus, c'est peut-être à la fin, sur son reporting, qu'il va se dire « bizarre, cette répartition, elle ne me parle pas, elle n'est pas normale ». Et donc là, ce qui peut être très compliqué, c'est de comment je passe de intuitivement, je suis gérant, je sais que ce chiffre-là ne me va pas et pas correct, à c'est au tréfonds d'un des titres qui composent mon portefeuille, qui a une valeur qui est fausse et qui fausse tout.
Et donc là, on a beaucoup travaillé effectivement sur des tableaux de bord, des écrans, des fonctionnalités qui permettent dans drill down d'aller du chiffre macro, le calcul d'alpha qui est faux, le calcul de répart qui est faux, jusqu'à l'investigation de tous les facteurs pour trouver le facteur problématique. Oui, merci. Une dernière question. Non. En tout cas, merci donc à Paul, Guillaume et les deux Emmanuel pour vos témoignages. En conclusion, bien sûr, la donnée, elle est au cœur de nos systèmes, de nos besoins surtout métiers. Et effectivement, il ne faut pas oublier, c'est bien la machine, mais il ne faut pas oublier l'homme en finalité. Nos quatre intervenants sont là, restent là et seront joignables sur le plateau d'à côté si vous avez besoin. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.